Bonjour à tous et bienvenue donc à l'N7 pour cette conférence sur la transition énergétique par le président de Négawatt, Christian Couturier. Donc je vous remercie d'être venu ici pour parler de transition énergétique parce que c'est un sujet important, à la fois parce que ça va être nécessaire pour décarboner notre énergie, mais aussi parce que c'est un sujet beaucoup plus complexe que juste le CO2 qui mène notamment beaucoup d'enjeux sur les métaux et des enjeux sociaux, environnementaux, mais aussi économiques, bien sûr, toujours, dès qu'on veut organiser une transition à long terme. Et donc j'espère que vous allez apprendre pas mal de choses et que ça va vous motiver après pour aller plus loin, pour vous poser plus de questions. Et puis vous investir aussi après, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de moyens qui se développent de plus en plus, que ce soit la fresque du climat, il y a aussi Avenir climatique, donc pour les conférences sur l'énergie et le climat. Et puis au niveau étudiant, ça bouge beaucoup aussi, notamment au niveau des formations. Partout en France, on essaie de bouger pour essayer vraiment d'intégrer les enjeux environnementaux et énergétiques dans les formations. Donc on essaie d'adapter ça selon les filières de chacun. Et donc on encourage vraiment donc, chacun des écoles dont vous êtes venus. Donc je crois qu'il y a des gens de l'ENAC, Supaéro, l'ENSIA7 et l'ENSAT. Donc dans chaque école, on vous encourage à essayer de pousser les formations et à tous ensemble essayer de pousser ça au niveau national et notamment avec la COP2 étudiante où on va avoir vraiment une grosse marge de manœuvre pour essayer de faire pas mal d'impact, notamment au niveau politique et du ministère, pour intégrer ces enjeux dans les formations. Donc maintenant, je vais laisser Christian nous présenter la transition énergétique et le scénario Négawatt qu'il a défini. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc je préside l'association Négawatt depuis 2014 maintenant. Donc Négawatt, c'est une association qui a été créée par des professionnels qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Donc sur le bâtiment, de l'éolien, sur le solaire, sur les politiques publiques, des personnes qui travaillent en collectivité locale, donc qui sont des responsables de l'énergie de grandes villes, par exemple. Moi, à titre personnel, je travaille à Solagro. Donc Solagro, c'est une structure qui travaille sur les bioénergies et l'agriculture, donc j'en reparlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Et je suis aussi un ancien de l'N7, j'ai fait Hydro en 1987. Dans les missions de l'association, on est connu principalement pour le scénario éponyme, le scénario Négawatt qu'on a sorti le premier en 2003. On mène aussi une réflexion stratégique et politique. On travaille avec beaucoup de parties prenantes, des ministères, des structures diverses et variées, des ONG, des fédérations professionnelles, etc. Donc il y a tout un travail de plaidoyer qu'on mène principalement à l'échelle nationale aujourd'hui. Mais on a commencé un travail sur un scénario européen qu'on est en train de lancer. Et puis on a toute une série aussi de mesures et de propositions. Et c'est aussi notre capacité à relier des actions de terrain, parce que la plupart d'entre nous sont des praticiens de l'énergie au quotidien. On travaille sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, etc., par exemple. Donc, on fait remonter des propositions de terrain vers les pouvoirs publics, les acteurs économiques, etc. Donc, une association qui regroupe une bonne vingtaine de membres actifs. On a aussi 25 ambassadeurs, donc qui sont des gens qu'on a formés pour réaliser des conférences du type de celle que j'ai présentée ce soir. Et puis, on a une petite équipe de maintenant 5 salariés. On a 1200 adhérents à jour de cotisation. Et puis, on a créé, il y a maintenant une dizaine d'années, l'Institut Négawatt, qui est notre outil opérationnel. Donc, c'est une filiale à 100% de l'association Négawatt et qui est chargé de mettre en œuvre les propositions et notamment avec des actions sur la rénovation énergétique des bâtiments et sur l'accompagnement des territoires pour la transition énergétique. Aujourd'hui, l'Institut Négawatt, le groupe, compte une quarantaine de salariés. On continue à recruter beaucoup de gens régulièrement. Voilà. Donc le contexte, alors je vais passer rapidement sur le contexte, parce que je pense que vous le connaissez et l'actualité nous le rappelle assez régulièrement.
Il faut toujours insister sur l'urgence climatique au niveau mondial, avec une trajectoire sur laquelle on est qui nous conduit à un monde absolument invivable pour nos sociétés à plus de 5 degrés à l'horizon 2100, et puis la trajectoire sur laquelle on cherche à s'inscrire. Donc là, aujourd'hui, on vise des trajectoires où l'augmentation de la température ne serait pas supérieure de 1,5 degré à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Bon, on n'en prend pas exactement le chemin, mais nous, on fait partie de ceux qui, depuis longtemps, essayent d'expliquer, de proposer un itinéraire pour y arriver, pour que nous, à notre échelle, en France, on prenne notre part dans l'effort mondial. On sait que pour y arriver à cet objectif de ne pas dépasser 1,5 degré, il va falloir laisser 80% des ressources fossiles dans le sous-sol. Ça veut dire qu'il faut arrêter aujourd'hui toute exploitation, enfin toute exploration pétrolière, gazière, etc. Donc les émissions de CO2, pour rester au-dessous des... alors là, c'est les 2 degrés. On a hésité entre 1,5 degré, 2 degrés. Aujourd'hui, le dernier rapport du GIEC qui est sorti l'an dernier montre que l'écart d'un demi-degré entre 1,5 degré et 2 degrés sur les écosystèmes, c'est un impact qui est important. Y compris Jean Jouzel, qui est un des... les responsables du GIEC pour la France, a pris conscience en faisant ses travaux qu'un demi-degré, c'était un impératif, c'était quelque chose d'extrêmement important, que ce n'est pas la même chose à 2 degrés et à 1,5 degré. Donc tout ce qu'on peut faire pour gagner 1/10 de degré, il faut le faire aujourd'hui le plus tôt possible. Ça, c'est un message qu'il faut absolument marteler tout le temps et systématiquement. Donc le changement climatique, c'est le grand défi auquel on est confronté. Mais il y a aussi d'autres défis qui sont peut-être moins importants aujourd'hui que le changement climatique, mais qui peuvent le devenir. Et puis, il y a surtout qu'il y a aussi des interrelations entre tous ces défis. C'est la question des ressources, c'est la question du risque nucléaire, entre autres, la question des crises géopolitiques, la question économique sur la balance commerciale, la question de la pollution atmosphérique, les questions qui sont liées à la précarité énergétique. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour agir en faveur de la transition énergétique. Nous, ce qu'on défend, c'est l'idée que la transition énergétique a démarré. Alors, elle a démarré beaucoup trop timidement de notre point de vue, mais nous, quand on a démarré le premier scénario en 2003, les projections officielles, c'était la consommation d'énergie va continuer à augmenter. Et nous, on avait fait un scénario où on disait la consommation d'énergie doit diminuer et doit même être divisée par 2. La première fois qu'on a été présenté ces travaux au ministère de l'écologie, à l'époque c'était le ministère de l'Industrie d'ailleurs, secrétariat d'État à l'Industrie qui pilotait la politique énergétique de la France, on nous a dit que ce n'était pas possible parce que le sens de la civilisation, c'était toujours augmenter la consommation d'énergie. Donc ça, c'était en 2003, c'est pas au siècle dernier, c'est il y a juste 17 ans aujourd'hui. Donc notre scénario était en rupture totale par rapport aux tendances qu'on voyait depuis très longtemps, c'est-à-dire le PIB augmente, la consommation d'énergie augmente moins vite que le PIB, mais continue tout de même à augmenter. Et au fur et à mesure qu'on a affiné et actualisé notre scénario, on a, nous, produit des courbes de production, de consommation d'énergie qui étaient plus basses que les scénarios précédents, parce qu'on trouvait des nouvelles idées, des nouveaux gisements d'économie d'énergie, etc. Et puis, on réactualisait aussi le scénario, ce qu'on appelle le scénario tendanciel, parce qu'en fait, on commençait à voir que la courbe d'augmentation, de consommation d'énergie s'était stabilisée. Et donc, non seulement elle s'est stabilisée, mais même elle commençait à diminuer. Donc, en 2017, pour la première fois, on a pris un scénario tendanciel qui indiquait une diminution de la consommation d'énergie. Donc, aujourd'hui, en France, la consommation d'énergie finale s'est stabilisée et même est plutôt sur une tendance à la diminution. Donc, on comprend aussi que l'effort à réaliser entre le scénario négawatt qui vise une diminution d'un facteur à peu près 2 de la consommation d'énergie finale en 2050 par rapport au scénario de référence, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si le scénario de référence, c'est le scénario du haut, c'est le scénario auquel on est aujourd'hui parvenu. Donc, on est sur un scénario qui n'est plus un scénario de rupture par rapport aux tendances passées, c'est un scénario d'accélération des tendances qu'on commence à constater aujourd'hui sur un certain nombre de vecteurs énergétiques. On voit que la consommation d'énergie aujourd'hui diminue. Voilà. Alors ça, c'est la consommation d'énergie. Maintenant, la consommation d'énergie sur le territoire national, c'est un indicateur
mais qui n'est pas un indicateur suffisant, loin de là. D'abord, il faut raisonner en émissions globales de gaz à effet de serre, et non seulement en émissions sur le territoire, mais il faut raisonner aussi avec ce qu'on appelle l'empreinte carbone ou l'empreinte climatique, c'est-à-dire c'est non seulement ce qu'on émet, nous, sur le territoire national pour produire l'énergie, mais on a aussi l'agriculture, les déchets, etc., qui émettent des gaz à effet de serre, mais il y a aussi tout le contenu en gaz à effet de serre des produits qu'on importe. Et notamment, si les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont explosé depuis une bonne quinzaine d'années, c'est parce que la Chine s'est mise à produire massivement des biens pour les pays riches. Et donc, on a délocalisé nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut regarder comme indicateur non pas les émissions sur le territoire national, en tout cas, ce n'est pas du tout suffisant, il faut aussi regarder les émissions importées. Et donc, c'est le raisonnement en empreinte. Donc, on voit qu'au niveau de l'empreinte, alors autant au niveau des émissions sur le territoire national, on est passé de 6,8 tonnes équivalent CO2 par personne et par an en 1995 à 20 ans plus tard à 5,2. Donc ça a diminué. Pour ce qui concerne l'empreinte, on a eu pendant une dizaine d'années une augmentation de l'empreinte et ensuite, depuis maintenant une quinzaine d'années, une diminution. Il semble que ça se stabilise depuis quelques années. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas simplement de réduire nos émissions à nous, parce que si on réduit nos émissions parce qu'on a fermé des usines et qu'elles ont été délocalisées à l'étranger, on n'a pas gagné grand-chose sur le bilan global de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et donc ça, on a intégré dans le scénario Négawatt et je reviendrai après. On a aussi une tendance à la stabilisation des consommations d'énergie, des émissions de CO2, de gaz à effet de serre au niveau mondial. Surtout, on a de plus en plus des scénarios qui ressemblent au scénario Négawatt à tout niveau. Des scénarios à l'échelle mondiale, des scénarios nationaux, des scénarios à l'échelle régionale, des scénarios pour des villes, des scénarios pour des entreprises. Donc des scénarios où on imagine un futur où on s'approvisionnerait à 100% en énergie renouvelable. Pour nous, s'approvisionner à 100% en énergie renouvelable, ça veut dire que la contrepartie, c'est un effort massif en termes de sobriété et d'efficacité énergétique. Et ça, j'en parlerai aussi juste après. Donc avec beaucoup d'acteurs qui s'engagent, hein, et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les énergies renouvelables sont majoritaires dans les nouveaux moyens de production d'électricité qui sont installés au niveau mondial. Voilà. Donc c'est engagé encore timidement parce que malgré tous les efforts qui sont faits, on est encore très très loin d'avoir atteint vraiment un point de bascule significatif où on voit que les émissions au niveau mondial sont en train de diminuer à la vitesse compatible avec l'objectif des 1,5 degré. On en est encore très loin et on attend la fin du match Trump-Greta pour savoir qui va gagner. Bon. Pour parler d'énergie, il y a quand même quelques notions de base dont il faut se souvenir. Hein. Il y a d'abord la question de l'énergie utile, celle de l'énergie finale et celle de l'énergie primaire. Alors, voilà, je passe la diapo d'une façon générale. Donc, l'énergie primaire, c'est l'énergie qu'on va puiser dans le milieu naturel. C'est-à-dire que dans le milieu naturel, on va trouver du charbon, on va trouver du pétrole, on va trouver du bois, on va trouver de l'uranium. Ça, c'est les énergies primaires. Ces énergies primaires ne sont rarement pas utilisables en l'état. L'uranium, il faut le brûler dans des centrales nucléaires, le charbon dans des centrales à charbon, le gaz dans des centrales à gaz et le pétrole dans des voitures, dans des moteurs de voitures. Mais avant de mettre le pétrole dans le moteur de voiture, il faut le raffiner pour produire de l'essence ou du gasoil. D'accord ? Donc on a une transformation entre l'énergie primaire. On génère ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Et puis, on va utiliser donc l'énergie au stade de l'énergie finale. L'énergie finale, c'est celle que vous avez derrière votre compteur. Derrière votre compteur, vous n'avez pas du gaz, vous avez de l'électricité qui a été produite éventuellement par une centrale à gaz. Vous n'avez pas de l'uranium, vous avez donc l'électricité, c'est un vecteur énergétique et c'est de l'électricité que vous achetez aux fournisseurs d'énergie. De la même façon que le gaz naturel, ce n'est pas du gaz qui sort directement des puits, parce que le gaz qui sort des puits, il faut le sécher, il faut le traiter, etc. Donc il est conditionné, il est transporté, il est comprimé pour arriver jusque chez vous. L'hydraulique, c'est pareil, il faut passer par des centrales, des turbines hydrauliques, etc., etc. Et donc, on a entre l'énergie primaire et l'énergie finale une transformation. Donc, l'énergie finale, c'est celle que vous achetez, vous, en tant qu'usager au compteur.
Donc ça peut être le compteur électrique, le compteur à gaz, la pompe à essence, etc. Et entre les deux, vous avez des transformations qui sont plus ou moins complexes. Donc, des transformations qui sont assez simples, c'est vous avez du vent, vous mettez une éolienne, vous transformez l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Le rendement de conversion de l'énergie cinétique en énergie électrique, c'est celui d'un moteur électrique, donc c'est plutôt du 90%. Par contre, si vous prenez du gaz, que vous le brûlez dans une centrale et que vous faites de l'électricité, vous aurez un rendement thermodynamique, loi de Carnot. On va récupérer, en grosso modo, 40% de l'énergie qui est rentrée sous forme de combustible qu'on va récupérer sous forme d'électricité. Le reste, c'est l'énergie qui est dissipée dans le milieu naturel. Votre voiture, c'est pareil, vous rentrez sur 100 kWh d'énergie sous forme de combustible, enfin de carburant qui rentre dans le réservoir. Il y en a à peu près 20% qui va être transmis aux roues sous forme d'énergie cinétique. Le reste est perdu dans le radiateur de la voiture, dans le mécanisme de transmission, dans le tuyau d'échappement, etc. Donc vous avez des déperditions qui sont plus ou moins importantes et tous les systèmes thermodynamiques qui obéissent aux lois de la thermodynamique ont des rendements de transformation d'énergie thermique en énergie mécanique ou électrique qui sont de l'ordre de 30-40%. Donc, ce qui fait que tous ces systèmes-là, que ce soit une centrale nucléaire, une centrale à gaz ou un moteur de voiture, ont des rendements qui sont de l'ordre de, grosso modo, un tiers. Donc, on va générer 2 fois plus de pertes que d'énergie utile. Voilà, donc on a des chaînes énergétiques avec des niveaux de dégradation qui sont plus ou moins importants en fonction des technologies de conversion. Vous prenez la même centrale à gaz. Si la centrale à gaz, vous mettez un système de récupération de l'énergie thermique et que vous pouvez alimenter un quartier, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un réseau de chaleur qui utilise de l'énergie de récupération. Ça s'appelle de la cogénération. Et ça, vous avez quelques réseaux qui fonctionnent comme ça sur Toulouse. Par exemple, l'hôpital de Purpan, qui a une centrale électrique qui produit de l'électricité, mais qui aussi produit de la chaleur et qui produit aussi du froid. Et donc, c'est même une centrale de trigénération à partir du bois. Voilà. Et donc là, on a un rendement qui est élevé, parce que comme il n'y a pas de déperdition, parce qu'il n'y a pas d'énergie qui est perdue, donc le rendement, ce n'est pas celui d'une centrale électrique qui a un rendement de 35%, c'est celui d'une centrale qui a un rendement de 80%. Voilà. Donc, en France, les usages finaux, très majoritairement, c'est des usages thermiques. On utilise de l'énergie principalement pour se chauffer. Donc, c'est beaucoup pour chauffer des locaux à 20 degrés. Donc, c'est de l'air chaud à 20 degrés. Donc, c'est la forme la plus dégradée de l'énergie. On a 35% à peu près de l'énergie finale utilisée pour les besoins de mobilité, donc à la fois transport des voyageurs, passagers et marchandises, et 15% d'électricité spécifique. Donc ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est les usages de l'électricité qui ne peuvent pas être assurés par d'autres vecteurs énergétiques aujourd'hui. L'ordinateur, l'éclairage, aujourd'hui on n'a plus d'éclairage à gaz, donc ça a disparu depuis quelques années. Et donc tout ce qui est éclairage est assuré par le vecteur électrique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'électricité pour la mobilité et pour la chaleur, mais aujourd'hui c'est des usages qui sont beaucoup plus marginaux. Donc la question de l'électricité en France aujourd'hui, globalement, l'électricité dans la consommation finale d'énergie, c'est à peu près 20%. Un tiers pour les carburants et la moitié à peu près pour les usages thermiques. Dans le débat sur la transition énergétique, on parle en général beaucoup plus d'électricité que des usages thermiques de l'énergie. Les sources primaires, c'est quoi ? Les sources primaires, c'est 48% d'énergie fossile, 42% de nucléaire et 10% d'énergie renouvelable. Donc les renouvelables, c'est quoi ? C'est l'hydraulique, mais c'est surtout le bois. Et le bois, aujourd'hui, ça représente plus d'énergie que l'hydraulique en France. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai au niveau mondial. Donc ces différentes énergies sont transformées en vecteurs finaux. Donc on voit que ici les carburants, les combustibles liquides, c'est 41%. En gros, c'est à peu près ce qui correspond à une bonne partie des énergies fossiles. Le gaz, 23%, l'électricité, 23%, les combustibles solides. Donc aujourd'hui, c'est principalement du bois énergie, mais aussi un peu de charbon, c'est 10%. Et puis tout ce qui est réseau de chaleur, solaire thermique, etc. C'est beaucoup plus faible, c'est 3%. Voilà. Et on voit qu'entre les sources primaires et les usages finaux, mais il y a tout ce qui est perte et autoconsommation. Alors les autoconsommations, c'est l'autoconsommation des centrales, des raffineries de pétrole qui vont consommer une partie de l'énergie pour distiller le pétrole. Et puis les pertes, c'est tout ce qui est perte thermodynamique dans les centrales
de production d'électricité, principalement, qui convertissent un combustible, donc une énergie thermique, hein, l'uranium compris. L'uranium, on fait de l'énergie thermique avec de l'uranium, et c'est cette énergie thermique qui est convertie ensuite en électricité par une turbine à vapeur ou à gaz quand c'est du gaz. Et donc aujourd'hui, en source primaire, alors nous, à Négawatt, on aime bien utiliser le térawattheure. Donc un térawattheure, c'est 1 million de millions de wattheures, hein, c'est 10 puissance 12 wattheures. Et donc en France, on consomme à peu près un petit peu moins de 3000 térawattheures. Hein, ça fait environ 260 millions de tonnes équivalent pétrole pour ceux qui ont les chiffres en tonnes équivalent pétrole. Donc un peu moins de 3000 térawattheures. Et en usages finaux, environ donc un peu moins de 2000 térawattheures. Et ça, c'est les usages finaux. Si on allait jusqu'à l'énergie utile, alors ça dépend de la notion qu'on prend sur l'énergie utile, mais grosso modo, si on déduit notamment du secteur de transport, toute l'énergie qui part dans le radiateur de la voiture et qui ne va pas dans le fait de faire avancer la voiture, par exemple, hein, on perdrait encore, disons, les 3/4 de ces 35%, grosso modo. Donc, on arrive à peu près 1000 térawattheures. Hein. D'accord ? Donc, il faut avoir le schéma en tête. 3000 térawattheures d'énergie primaire, 2000 térawattheures d'énergie finale, 1000 térawattheures d'énergie utile. C'est des chiffres ronds, mais c'est pour dire que, alors c'est un peu plus de 1000, mais enfin, en gros, on a un facteur 2 entre l'énergie primaire qu'on va puiser dans le milieu naturel et l'énergie utile qui rend un vrai service. Hein. Le service, c'est faire avancer la voiture et c'est pas chauffer l'environnement autour. D'accord ? De la même façon que dans une chaudière à gaz, si le rendement est de 80%, vous avez 80%, ça veut dire qu'il y a 80% de l'énergie du gaz qui passe réellement dans l'eau chaude qui va dans les radiateurs et 20% qui va partir dans les fumées de la chaudière ou dans les déperditions diverses et variées, etc. Voilà. Donc les deux gros systèmes de déperdition, c'est à la fois le système électrique avec les centrales de production d'électricité qui perdent les 2/3 de l'énergie primaire qui est transformée en énergie thermique qui est perdue et qui n'est pas récupérable, et les 2/3 de l'énergie des carburants dans les transports qui sont aussi perdus en énergie thermique et qui n'est pas non plus récupérable. La démarche Négawatt, elle s'appuie justement sur la priorisation enfin l'attention en tout cas importante donnée à la question de la demande et des usages de l'énergie plutôt que à la question de comment on fournit l'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins. Je m'explique, c'est-à-dire que précédemment, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la prospective énergétique, ça consistait à dire la population augmente, le PIB augmente, donc la consommation d'énergie augmente, et donc c'est quoi la meilleure énergie pour satisfaire ses besoins ? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques années encore, la prospective énergétique en France et partout dans le monde, c'était ça. Depuis assez peu de temps, on commence à se poser la question, et ce n'est pas partout et ce n'est pas général, mais on commence à se poser la question en se disant, puisque notre système de production d'énergie génère des impacts qui ne sont pas supportables pour nos systèmes, pour nos sociétés à nous, il faut réfléchir à une façon de réduire cette empreinte. Et pour réduire cette empreinte, la plupart des gens qui travaillent sérieusement sur le sujet considèrent qu'il faut d'abord travailler la demande et il faut réduire le niveau de demande de l'énergie. Ça ne veut pas dire les services énergétiques qui sont rendus. Ça, j'y reviendrai aussi juste après. Donc, d'où la démarche Négawatt qui repose sur ce qu'on appelle le triptyque. Hein. Le triptyque, c'est les 3 pieds du scénario, c'est sobriété, efficacité et développement des renouvelables. La sobriété, c'est quoi ? C'est questionner les besoins en services énergétiques, de quoi on a besoin comme service énergétique. L'efficacité, c'est comment on assure la chaîne la plus efficace de transformation des ressources énergétiques primaires en utilisation pour les services énergétiques qui ont été définis précédemment. Et puis le 3e pilier, c'est comment est-ce qu'on remplace les énergies fossiles et fissiles par des énergies renouvelables avec le moindre impact environnemental et social possible, d'une façon globale. Et donc la première question, c'est celle de la sobriété. Là aussi, il y a quelques années, le terme de sobriété était connoté assez négativement dans beaucoup de milieux où la sobriété, c'était synonyme d'austérité, il faut serrer la ceinture, il faut demander aux gens de faire des efforts, etc.
Bon, aujourd'hui, ça reste encore connoté négativement, mais par de moins en moins de personnes, et il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à l'idée qu'il faut vraiment revoir la question de nos besoins énergétiques, et que c'est pas aller contre le progrès, de réfléchir à une autre façon de consommer, de vivre, d'habiter, de voyager, de travailler, etc. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on définit des usages qui sont vitaux et nuisibles, hein. D'abord, on a le droit de définir des échelles de valeurs collectivement sur qu'est-ce que c'est qu'un usage qui est inacceptable ou qui est nuisible de l'énergie, et des usages qui sont vitaux et essentiels. C'est une possibilité, c'est le rôle des lois, et c'est le rôle des normes, et c'est les lois qui font le lien social, hein. Et en face de ça, on a le droit de mettre en place les régulations qui sont en phase avec cette échelle de valeur. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des obligations, on peut aller jusqu'à des interdictions, et avec toutes les mesures entre les systèmes de dissuasion ou d'incitation. Donc on va dissuader les comportements, les équipements qui sont les moins acceptables, et puis on va plutôt inciter les comportements qui sont les plus utiles et essentiels. Voilà. Donc évidemment, ça ne peut pas se décréter de façon... Enfin, il y en a qui pensent que ça peut se décréter d'en haut, etc. Nous, on ne pense pas que ça puisse le faire. Mais bon, voilà, il y a des sujets sur lesquels nous, on est prêt à ouvrir le débat. Est-ce que ce type d'équipement est vraiment nécessaire, par exemple? Alors, des photos comme ça, on est en train d'ouvrir un musée, une galerie des horreurs énergétiques. On en a beaucoup des comme ça. Ce n'est pas du tout un cas qui est isolé, hein, donc vous appréciez, je pense... voilà, tout le sel de cette diapo. Donc, on va chercher à définir mieux ce qu'on entend, nous, par la notion de sobriété. Alors, on a essayé un peu de conceptualiser, parce on aime bien savoir de quoi on parle de façon précise, pour sortir justement des choses qui sont des a priori, des appréhensions, et puis mettre des mots valises dans lesquels tout le monde est un peu ce qu'il veut, et finalement, on n'arrive pas du tout à se comprendre, parce que pour nous, sobriété, c'est pas du tout un terme qui est négatif, alors que pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être perçu comme l'équivalent de l'austérité, etc. Pour nous, ce n'est pas tout à fait ça. Donc la sobriété dimensionnelle, par exemple, c'est une question de... Alors il y a d'abord la question de la taille des équipements. Hein, moi, je dis souvent qu'une maison bien isolée petite consomme moins d'énergie qu'une maison bien isolée grande. J'ai quelques tautologies comme ça, mais bon, à même niveau d'isolation, vous avez la même épaisseur d'isolant. Si vous avez 120 mètres carrés ou si vous en avez 80, ça ne sera pas la même chose. Alors après, derrière, il y a, oui, mais comment on fait pour avoir une maison plus petite? On a plein d'idées là-dessus. Mais là, je vais rester sur les concepts. Donc la taille, c'est aussi le poids d'une voiture. Aujourd'hui, les voitures ont pris pas mal d'inflation, et donc une voiture, plus elle est lourde, plus il faut d'énergie pour la déplacer. Et ça, c'est assez physique, hein. C'est quand même de la mécanique de base. Ensuite, il y a deuxième niveau, c'est la sobriété au niveau des usages. Donc ça va être lié à la durée d'utilisation d'un équipement. Par exemple, une ampoule basse consommation éteinte consomme moins qu'une ampoule basse consommation allumée. Jusque-là, je pense que quelqu'un est contre? Non. C'est tout simplement l'extinction de l'éclairage public. Donc j'ai un exemple, hein, la commune où je vis, à Tournefeuille, l'éclairage public a été maintenant de 23h à 6h du matin, je crois. Personne n'y a rien vu, c'est le cas de le dire. Et ça fait je ne sais plus, 100 000 euros d'économie par an. Enfin, ça fait 3 postes de personnes qu'on peut recruter pour assister les gamins dans les écoles avec le dédoublement des classes, par exemple. Quand on cherche des marges de manœuvre budgétaires, ça, par exemple, ça en fait partie. Le service rendu pour les gens, il est strictement le même, hein. Voilà. Et par contre, les économies à la fois en euros et en énergie, ce n'est pas tout à fait négligeable. Alors, il y a aussi là-dedans la limitation de la vitesse sur route et sur autoroute. Donc, nous, par exemple, on défend l'idée de limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Alors, j'ai vu que, d'abord, ça se fait déjà sur un certain nombre d'autoroutes en France. En Bretagne, par exemple, il n'y a aucune autoroute qui dépasse les 110 km/h, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, mais
les voies rapides, on ne peut pas dépasser les 110 km/h, mais il y a aussi des autoroutes en Lorraine, en Alsace, où pour des questions aussi de circulation, de pollution, etc., on a réduit la vitesse, et je crois que je ne sais plus si c'est aux Pays-Bas, enfin je crois qu'il y a un pays qui vient de décider aussi de limiter, de descendre la vitesse sur route. Donc voilà. Et puis, troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la sobriété coopérative. C'est comment on organise l'espace et, d'une façon générale, comment on organise la société. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que la sobriété, on ne renvoie pas la sobriété à une question comportementale individuelle. Les messages de type pensez à éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce, c'est bien, hein, il faut le faire. Mais c'est largement pas suffisant. On a des villes aujourd'hui, on a un urbanisme qui n'a pas du tout été conçu pour limiter les transports, leur impact, la pollution, etc. Et donc, il faut aussi des politiques publiques, en particulier en matière d'urbanisme, mais sur beaucoup d'autres sujets aussi, qui permettent de vivre avec moins le besoin de prendre la voiture individuelle dans les embouteillages tous les matins et tous les soirs. Donc, je reviens par exemple sur l'exemple sur comment on fait pour réduire la taille des bâtiments, mais ça s'appelle l'habitat partagé, par exemple. Alors, l'habitat partagé, c'est pas qu'on incite les gens à vivre en communauté sous des huttes, hein, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Simplement, par exemple, le village vertical à Lyon, c'est une coopérative d'habitants associée avec l'organisme HLM qui a décidé de construire un petit immeuble et avec des pièces qui sont partagées entre l'ensemble des occupants de l'immeuble. Les pièces partagées, c'est quoi? C'est une buanderie, c'est des chambres d'amis. Donc, par exemple, ils ont 3 chambres d'amis. L'alternative, c'est on a la chambre d'amis chez soi. Alors, la chambre d'amis chez soi, elle sert à ranger la planche à linge. Et si c'est pour héberger des amis en permanence, c'est que c'est pas forcément des amis, quoi. Bon, Normalement, ça reste exceptionnel. Donc, c'est des usages exceptionnels, mais qu'on est obligé d'avoir, sinon on ne peut pas accueillir les amis chez soi. Alors que là, ils peuvent tous héberger 3 amis à la fois. Et sans que, donc, ils ont un service rendu globalement qui est supérieur à celui qu'ils auraient s'ils avaient leur chambre individuelle, etc. Puis la planche à linge, elle est dans la buanderie collective aussi. Bon, voilà. Et donc, globalement, on a moins de mètres carrés occupés, mais on a un service rendu qui est au moins aussi élevé que celui qu'on aurait sans cette solution-là. Donc ça, c'est ça qu'on met dans le concept de sobriété coopérative. C'est une façon d'organiser la société, donc l'espace, les modes de vie, de travail, etc., pour minimiser notre empreinte écologique de façon générale. L'efficacité, c'est pareil. Hein. Donc l'efficacité, là, on est plus dans une logique d'ingénieur. On cherche à minimiser les impacts pour un service énergétique donné. Donc, le service énergétique donné, c'est je veux un bâtiment de telle taille avec telle fonctionnalité, partagé avec les voisins, etc., etc. Donc, comment on va faire en sorte de minimiser son empreinte écologique globale? Donc, on commence d'abord par la conception. Donc, c'est dès le stade de la conception, on réfléchit sur des notions d'éco-construction. Et l'éco-construction, ça va jusqu'à réfléchir à l'après-vie de l'objet. Hein, donc là, c'est une maison, mais ça peut être n'importe quel objet, une voiture, un micro, etc. On réfléchit à la façon dont cet objet, en fin de vie, il va pouvoir être réutilisé, recyclé, démonté, réparé, remis en service pour un autre usage, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui est l'éco-conception. Il faut que dès le départ, on pense à la fin de vie de l'appareil qu'on produit. Voilà. Donc pour le bâtiment, par exemple, on va réfléchir notamment à ce qu'on appelle l'énergie grise. On peut faire la même chose. Hein, partout où je dis énergie, on peut mettre climat aussi. C'est les mêmes notions. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'empreinte énergétique ou l'empreinte climatique des matériaux de construction. On va chercher à remplacer, par exemple, des matériaux comme le béton, qui ont une empreinte carbone qui est élevée, par des matériaux biosourcés ou des matériaux géosourcés qui auront une plus faible empreinte carbone, etc. On a le deuxième niveau, c'est l'efficacité au niveau de l'utilisation. Donc là, on va chercher à minimiser les échanges entre l'objet et l'environnement extérieur. Donc dans le cas d'une maison, c'est l'isolation thermique, c'est bénéficier des apports passifs. Hein, donc c'est par exemple des bureaux qui ont une consommation d'énergie de 5 kWh au mètre carré par an. Donc pour ceux qui connaissent un peu la thermique du bâtiment, ça vous parle ? C'est à peu près 10 fois inférieur au niveau bâtiment basse consommation, neuf.
Donc là, on est à 5 kWh par mètre carré. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de système de chauffage, par exemple, dans ce type de bâtiment. Parce que les apports internes, donc tout ce qui est appareillage électrique et les humains, on est tous des radiateurs, on délivre quelques dizaines de watts, ça suffit à maintenir la température du bâtiment au niveau voulu. Voilà. Et puis l'efficacité d'appareillage, là ça va être typiquement l'éclairage. Aujourd'hui, entre les ampoules à incandescence, les ampoules basse consommation, les ampoules à LED aujourd'hui, etc., on a eu plusieurs générations en quelques années d'appareils qui consommaient chacun 5 fois moins que la génération précédente. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de spécialistes ici, mais les appareils, l'éclairage aujourd'hui consomme beaucoup moins, au moins 10 fois moins qu'il y a simplement une dizaine d'années, sur le neuf. Et voilà. On pourrait aussi parler des luminaires avec les lampadaires boules, tout ça, mais je ne peux en parler. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est appareil électroménager. Donc, vous savez qu'il y a un système d'étiquetage aujourd'hui sur tous les appareils électroménagers. Ça doit faire, je ne sais pas, une vingtaine d'années, je crois, même plus que ça, 25 ans, je crois que ça a été introduit par la réglementation. Donc là, on est vraiment dans un dispositif avec une réglementation qui n'est pas du tout contraignante. La seule contrainte, c'est les industriels sont obligés d'apposer le niveau de consommation des appareils qu'ils mettent sur le marché. C'est la seule contrainte. On ne leur dit pas, vous avez le droit de vendre, vous pouvez... Non, c'est juste vous informer les consommateurs. Et les consommateurs, finalement, on a vu très rapidement les consommateurs acheter beaucoup plus d'appareils en catégorie A et B. Et aujourd'hui, les appareils de catégorie EFG sont pratiquement sortis du marché. Et les constructeurs, aujourd'hui, sont même obligés d'inventer leur propre système d'étiquetage parce qu'ils sont passés en A+, A++, avec 2 étoiles, 3 étoiles, etc., etc. Donc là, il y a eu vraiment le lien, enfin le couplage entre une décision politique, la réponse des industriels, la réponse des consommateurs qui fait qu'on a pu engager un cercle vertueux et avoir des appareils aujourd'hui qui consomment beaucoup moins qu'avant, même s'il y a encore quelques progrès à faire. Voilà. Donc le scénario négawatt, pour venir maintenant au scénario. Donc un scénario, c'est pas du tout une prévision, c'est un exercice de prospective. On dit si on fait comme on propose là, voilà les résultats qu'on veut obtenir. On ne dit pas que c'est la seule solution, on ne dit pas que c'est absolument ça qu'il faut faire, mais on se fixe des objectifs, on trouve un chemin pour y arriver. Nous, ce chemin-là, il nous a semblé moins idiot que plein d'autres, et donc c'est celui qu'on préconise, mais après, il sert à alimenter le débat. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Il a beaucoup servi à alimenter le débat sur la loi sur la transition énergétique qui a été adoptée en 2015, notamment. Il a fait partie des scénarios qui ont été regardés attentivement par les pouvoirs publics. Voilà. Alors c'est un scénario qu'on a cherché à construire comme étant réaliste et soutenable, c'est-à-dire réaliste d'abord dans la hiérarchisation des solutions où on a mis l'accent sur la demande plutôt que la production, même si évidemment le volet production il est très important, mais c'est vraiment ce qui fait la spécificité de l'approche négawatt, c'est vraiment ce côté analyse de la demande. On a cherché à mobiliser autant que possible des solutions matures, c'est-à-dire qu'on s'est interdit, pas complètement, mais dans une grande mesure, le recours à des solutions, à des jokers, c'est-à-dire des solutions technologiques qui vont nous sauver et qui évitent de se poser, de devoir faire des choix drastiques parce que il y a peut-être des promesses technologiques qui vont se réaliser, mais la plupart des promesses technologiques probablement vont pas se réaliser dans le temps imparti aux conditions qui sont estimées aujourd'hui par leurs promoteurs. Donc on a été très prudent. Alors on n'est pas du tout technophobe. Nous, la plupart des gens de Négawatt sont des ingénieurs. Donc c'est pas du tout une défiance par rapport à la technologie, mais c'est vraiment une prudence sur la vitesse à laquelle on pense que ces technologies vont pouvoir se déployer de façon massive à la hauteur des enjeux. Donc il y a un certain nombre d'options qu'on n'a pas mobilisées dans le scénario, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas comment va répondre la société, on ne sait pas comment va répondre l'environnement, on ne sait pas quels sont les impacts, etc. Donc on a cherché à établir une trajectoire qui soit réaliste, qui soit économiquement raisonnable. Donc si j'arrive jusqu'au bout de l'exposé, je vous parlerai aussi des impacts économiques. Et puis donc en cherchant aussi à réduire l'ensemble des impacts et des risques liés à l'énergie, avec une ligne directrice et léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes.
Donc là, j'ai passé une série un certain nombre de points sur lesquels on a plus particulièrement travaillé. Donc, notamment, le premier point, c'est le bâtiment. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est 43% de la consommation totale d'énergie. La transition énergétique, forcément, ça passe par le bâtiment, et ça passe pas par le bâtiment neuf, parce que faire des bâtiments à 5 kWh par mètre carré, comme je vous l'ai dit, on peut en faire, sauf que les bâtiments de 2050, la plupart sont construits aujourd'hui. Donc de toute façon, c'est bien ces 43% d'énergie qu'on va continuer à consommer si on ne fait rien, qu'il va falloir réduire de façon extrêmement importante. Et donc il faut agir en priorité sur le parc existant de bâtiments. Ça, c'est un point de passage qui est absolument obligatoire, et tous les scénarios de transition énergétique sérieux disent la même chose. Il faut rénover massivement le parc existant. On a 30 millions de logements à rénover. On a 900 millions de mètres carrés de surface tertiaire. On a une centaine de milliers d'emplois à la clé. Et il faut les rénover de façon performante. C'est-à-dire que là, on vient de publier aujourd'hui ou hier un communiqué pour dire que la rénovation par petits morceaux, c'est-à-dire on fait un coup les fenêtres, un coup l'isolation, des combles, etc. Ça ne marche pas. Il faut ce qu'on appelle la rénovation globale et complète et performante des bâtiments. Donc, il faut tout faire d'un coup. Et justement, c'est pour ça qu'on est en train de monter un gros programme qui s'appelle Dorémy pour travailler, pour offrir des solutions qui soient à la fois techniquement, économiquement accessibles à tout le monde pour pouvoir y parvenir. Là, il ne s'agit pas simplement de mettre des normes en disant isoler, parce que les gens qui n'ont pas les moyens de faire des travaux à 30 000 euros récupérés sur 20 ans avec des conditions financières favorables, la plupart ne peuvent pas y accéder. Donc, il faut offrir des solutions qui permettent d'y arriver. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, et ça existe déjà. Voilà. Donc ça, premier sujet, c'est le bâtiment. Donc nous, on est pour rendre obligatoire progressivement la rénovation du parc existant, à condition d'avoir mis en place entre-temps les dispositifs dont je vous parle, c'est-à-dire les dispositifs de financement, des dispositifs techniques qui permettent aux gens de se lancer dans des opérations de façon sécurisée. Voilà. On pense que sur le résidentiel, globalement, ça c'est à l'échelle du parc national, globalement on peut diviser par 2 la consommation du parc résidentiel, et puis pratiquement aussi par 2 la consommation du parc tertiaire. Je vous passe sur les différents niveau. Alors, non, pardon, là j'étais sur l'électricité, là c'est sur la consommation d'électricité. Sur la consommation d'électricité, aujourd'hui on a beaucoup de solutions techniques qui existent, qu'il suffit de généraliser pour réduire fortement la consommation des usages existants. On s'est quand même donné la possibilité de voir apparaître une nouvelle génération d'appareils, on ne sait pas lesquels, mais comme la plupart des gens n'ont pas vu l'émergence d'Internet, de toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui, ça en termes de poids dans la consommation d'électricité, d'impact en termes de métaux, etc., ce n'est pas tout à fait négligeable. Donc, on a prévu dans le scénario des nouveaux usages aussi qui apparaîtront plus tard, qu'on ne s'est pas encore identifiés. Mais partout là où on sait identifier les niveaux de consommation, par exemple, vous voyez l'éclairage. L'éclairage, comme je vous le disais, on peut remplacer totalement l'éclairage en France par des appareils qui consomment beaucoup moins, et donc faire des économies qui sont absolument considérables. Et avec plein d'exemples à la clé. Donc là, donc les 5 kWh sur le bâtiment existant, mais ça, c'est sur un bâtiment qui existe, l'hôtel du département du Bas-Rhin, 65% de réduction de l'éclairage globalement, 35% sur tout ce qui est informatique, et globalement 42% de réduction de la consommation globale d'électricité avec un temps de retour inférieur à 3 ans. Ça fait partie des marges de manœuvre budgétaires que tous les acteurs doivent aller chercher. Il faut aller les chercher avec les dents. On va bien chercher la croissance avec les dents. Pourquoi on n'irait pas chercher les économies d'énergie Et là, un temps de retour de 3 ans, c'est quand même... Sauf que vous avez des industriels qui vous disent moi, si c'est plus de 6 ans, je demande des subventions à l'ADEME, parce que vous comprenez la compétition mondiale, etc. Bon. Ça, on entend aussi ça. Donc globalement, dans le bâtiment, le scénario négawatt, c'est 56% de réduction d'énergie. Alors en jouant en partie sur la sobriété et en partie sur l'efficacité. Vous voyez que sur le bâtiment, le plus gros potentiel, c'est sur l'efficacité. La sobriété, c'est essentiellement parce qu'on va demander aux gens de prendre des douches froides. Non, là, c'était pour... C'est pas vrai. Sur les transports,
Sur les transports, donc c'est aussi un gros secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en termes d'énergie, c'est les bâtiments, mais les bâtiments, il y a aussi l'électricité, il y a du gaz, etc. Les transports, c'est du pétrole à 98%, si on enlève un peu d'électricité pour les transports, quelques transports en commun. Donc très dépendant du pétrole. Et puis tout un aménagement de l'espace qui n'a pas du tout été favorisé, enfin créé pour favoriser ce qu'on appelle les transports alternatifs à la voiture. Et puis aussi avec une forte augmentation du trafic aérien et qui reste le mode de transport par kilomètre passager le plus polluant. Et puis en parallèle, un effondrement du fret ferroviaire. Donc on est sur les tendances lourdes, c'est très contraire aux objectifs qu'on recherche. Donc les hypothèses qu'on a prises dans le scénario, c'est division par 2 des distances parcourues dans l'aérien, c'est-à-dire retrouver le même niveau qu'il y a 20 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'on interdit aux gens de se déplacer, ça veut dire qu'on va plutôt reporter les transports aériens sur le rail. Par exemple, la ligne Toulouse-Paris, aujourd'hui, en 4h20 par rapport à l'avion, ça devient quand même assez largement faisable par rapport à ceux qui ont connu l'époque où il fallait 5h30 au moins. Bon. Hors aérien, une légère diminution des distances parcourues. Alors pourquoi ? Ça repose beaucoup sur le télétravail. Aujourd'hui, les chartes de télétravail en entreprise, ça se fait de plus en plus. On a beaucoup de gens qui demandent à pouvoir télétravailler. Avec justement l'informatique, Internet, etc., c'est de plus en plus facile aussi d'accéder à ces solutions de façon assez faisable. Le réaménagement du territoire, c'est important, mais sauf qu'un territoire, ça ne s'aménage pas en 10 ans ou 20 ans. Donc il faut quand même aussi toute une série de solutions qui soient d'effets assez immédiats. Il ne faut pas négliger les effets de long terme, parce que la vie ne va pas s'arrêter en 2050. Et le GIEC fait des scénarios à l'horizon 2100 aujourd'hui. Donc il faut penser aussi à l'après. Mais l'aménagement du territoire, c'est vraiment des solutions de long terme. Augmentation du taux de remplissage des voitures. Donc là aussi, il y a plein de moyens pour y arriver. Je pense que je ne sais pas qui n'a pas son abonnement Blablacar, par exemple. Il y en a ou on va dire qu'il n'y en a pas. Bon. Alors, voilà. Mais ça, Blablacar, ça n'existe pas depuis très longtemps. Puis maintenant, il y a plein d'autres offres. Je ne veux pas faire de pub pour Blablacar. On est dans l'établissement public, donc il n'y a pas de publicité. Mais voilà, ça c'est aussi des façons de vivre qui sont nouvelles, qui sont apparues il n'y a pas très longtemps. Et puis, comme je vous disais, la diminution de la vitesse sur route et autoroute. Et puis avec aussi beaucoup de reports modal vers des transports en commun, vélo, marche à pied, etc. Alors, j'ai pas le temps de tout vous développer, de vous développer tous les arguments, mais on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a vu ailleurs, dans des villes, dans des pays plutôt hors de France qu'en France. Et donc, au total, dans le scénario de Négawatt, les hypothèses, c'est celle-là. C'est qu'on passe de 17 200 km par habitant et par an en 2015 à 14 600. C'est une réduction. On ne dit pas que demain, on va voyager à cheval et qu'on va faire 3 fois moins de kilomètres. On dit on va faire 15% de kilomètres en moins et on va plutôt prioriser la réduction de ce qu'on appelle les voyages contraints, c'est-à-dire ce qui est subi, c'est-à-dire le temps qu'on passe dans les embouteillages, etc. On ne dit pas qu'il faut réduire les voyages à l'étranger, par exemple, etc. Voilà. Donc c'est un effort qui nous paraît assez modéré. En tout cas, quand on le regarde par rapport aux grands enjeux sur le changement climatique, on se dit qu'on peut supporter quand même de faire 2600 km de moins dans l'année a priori. Ça doit être encore acceptable du point de vue social. Et puis, un effort aussi important de réduction de la consommation moyenne du parc de véhicules, donc avec des voitures à 3 litres au 100 km en 2050. Là, on pense aussi qu'on devrait pouvoir y arriver. C'est même pratiquement le scénario... ça devrait être le scénario tendanciel. Donc, on serait globalement à 58% de diminution de la consommation. Et puis, on abandonne totalement le pétrole au profit de 2 vecteurs énergétiques qui sont l'électricité et le gaz. Alors ça, c'est aussi une spécificité du scénario
négawatts, hein, c'est le gaz dans le transport pour une grande partie des véhicules routiers, notamment pour les poids lourds. Alors, je précise tout de suite que c'est du gaz d'origine renouvelable, donc du gaz qui n'est pas censé émettre plus de CO2 dans l'atmosphère, hein. Le grand intérêt disons, on ne veut pas que le scénario repose sur une solution technologique qui serait le tout électrique pour les voitures, parce qu'on pense qu'il y a quand même un certain nombre d'impacts sur la généralisation de l'électricité pour la voiture qui sont probablement sous-estimés. Ça peut être des impacts en termes de consommation de ressources, ça peut être des impacts sur le réseau, ça peut être des impacts simplement sur l'autonomie, sur beaucoup de choses. Sur les transports routiers, donc sur les véhicules lourds notamment, c'est le poids des batteries pour avoir la même autonomie. En gros, un 40 tonnes doit embarquer 40 tonnes de batterie à peu près. Donc ça ne laisse pas beaucoup de charges utiles supplémentaires. Et donc aujourd'hui, la Fédération nationale des transports routiers, par exemple, la FNTR, est unanime pour défendre le vecteur gaz plutôt que l'électricité. Alors avec le vecteur gaz, on a moins d'autonomie que les carburants liquides, mais produire des carburants liquides de façon massive qui soient à la hauteur de la demande, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Dans le scénario négawatt, on a peu de biocarburants liquides parce qu'on ne sait pas trouver la ressource pour ça. Par contre, du gaz, si j'ai le temps, j'y reviendrai, mais on a des solutions avec des scénarios 100% gaz renouvelable. Voilà. Donc beaucoup de gaz, mais aussi beaucoup de véhicules électriques. Grosso modo, l'électricité et le gaz se partagent l'ensemble des transports, hein. Pour l'instant, on se pose encore des questions sur où est-ce qu'il faut mieux prioriser l'utilisation de l'électricité. On pensait au départ que c'était plutôt des petits véhicules urbains. Alors ça peut être ça, mais vu l'impact initial des véhicules électriques, sans rentrer dans les détails, peut-être que finalement sur des usages en milieu rural, ça peut être aussi assez intéressant. Et donc le gaz, vous reprendrez le positionnement un peu intermédiaire entre ces deux types d'usages. Bon, voilà. Donc il y a encore des choses qui sont ouvertes, mais en gros le message c'est pas que l'électricité, mais aussi beaucoup de gaz, et notamment sur les transports en commun. Voilà, donc avec quelques propositions. Et donc sur les transports, donc dans le scénario négawatt, donc la courbe bleue par rapport au scénario tendanciel. Donc le scénario tendanciel, c'est un scénario où il y a déjà une forte diminution de la consommation unitaire d'énergie, de carburant par véhicule, hein. Ce qui fait que le delta entre le scénario tendanciel et le scénario négawatt, ça porte surtout sur l'organisation des déplacements. Donc c'est pour ça que c'est dans le terme de sobriété. C'est-à-dire que grosso modo, ce qu'on partage avec les scénarios tendanciels, c'est le fait qu'on va probablement arriver à réduire de beaucoup la consommation unitaire des véhicules. Par contre, ce qui n'est pas du tout dans les scénarios tendanciels, c'est l'importance prise par les transports alternatifs à la voiture individuelle, pour faire très très court. Voilà. On a aussi mené tout un travail sur l'industrie et sur les matériaux. J'ai encore accéléré un petit peu. Ça demanderait aussi beaucoup d'explications, mais je pense que c'est vraiment le premier scénario, le scénario négawatt, où on a travaillé à ce point entre la demande des besoins de consommation en produits finis pour remonter jusqu'à une demande de matériaux de base, hein. Donc les matériaux de base, c'est tout ce qui est produits biosourcés, l'acier, le ciment, les plastiques, les papiers, le silicium pour le photovoltaïque, etc., etc. Donc on a vraiment fait le lien entre l'évolution de la demande en biens de consommation, la production de matériaux nécessaires, et puis avec aussi des options de relocalisation des productions industrielles pour éviter et même pour rapatrier en partie les émissions de gaz à effet de serre qu'on a externalisées par la délocalisation d'une partie de notre industrie. D'accord ? Donc, avec là aussi le même triptyque s'applique, hein, c'est-à-dire sobriété. Sobriété dans l'industrie, c'est quoi ? C'est on réduit la consommation, ça c'est lié à la demande finale. C'est aussi qu'on rend les objets plus durables, réparables, recyclables, hein, donc c'est tout ce qui est lutte contre l'obsolescence programmée, mais c'est aussi tout ce qui permet de réemployer des objets, de les utiliser d'une autre façon que leur usage initial, etc. Donc augmenter le réemploi et le recyclage.
Donc on peut réduire comme ça la production industrielle de produits de base, hein, et de matériaux utilisés. Donc globalement, c'est une réduction de 50% de la consommation de matériaux utilisés. On a fait l'étude aussi de l'impact sur le développement massif de l'éolien et du photovoltaïque, hein. Je crois que je n'ai pas prévu de diapo là-dessus, mais c'est marginal, complètement marginal par rapport à l'importance de la réduction de tous les matériaux dans tous les secteurs, hein, à commencer par le béton. Le béton, je vous disais, faire des bâtiments qui consomment moins d'énergie à isolation égale, c'est moins de mètres carrés, mais moins de mètres carrés, c'est aussi moins de matériaux d'une façon générale. Et simplement, les économies de béton qu'on fait sur... simplement jouer sur ce paramètre, hein, mètres carrés par habitant, cette économie de matériaux est au moins 10 fois supérieure à tout le béton qu'on pourra consommer au maximum du production des parcs éoliens en France dans les années 2030-2040, par exemple, hein. Donc l'ordre de grandeur, c'est des ordres de grandeur qui sont différents, j'insiste encore. Voilà. Voilà, donc avec substitution béton par du bois, du PVC par leur bois produit biosourcé d'une façon générale, hein. Et donc en 2050, on a moins besoin de métaux, de béton, de plastique. Et même les matériaux biosourcés, finalement, on n'a pas plus de consommation de matériaux biosourcés en 2050 qu'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup substitué des matériaux type béton, acier, etc., par des matériaux biosourcés. Mais comme on a réduit globalement la demande en mètres carrés, par exemple, de bâtiments, ben, au bout du compte, on n'a pas besoin de plus de bois dans la construction qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, augmenter la durée de vie des produits. Vous avez tous entendu parler de l'obsolescence programmée. Il y a aussi les questions sur la consigne, il y a tout ce qui est récupération des déchets. Donc, si on veut augmenter le recyclage, hein, il faut trier, récupérer les déchets. C'est pour ça que dans la loi sur la transition énergétique, il y a aussi des articles qui concernent les déchets. Et puis, il y a tout ce qui est... je vous parlais tout à l'heure de l'énergie grise, hein, donc pareil, hein, le carbone gris, donc le contenu carbone des matériaux de construction, à intégrer, par exemple, dans les appels d'offres publics ou privés d'ailleurs, hein. Chaque entreprise peut aussi fixer ses politiques d'achat en fonction de l'empreinte climatique des équipements achetés. Donc, dans l'industrie, globalement, la réduction d'énergie, c'est 46% d'ici 2050. Là aussi, l'efficacité, il y a déjà beaucoup de choses en efficacité qui peuvent être considérées comme étant des évolutions tendancielles, en tout cas sur lesquelles il n'y a pas forcément de mettre en place beaucoup de mesures supplémentaires par rapport à ce que nous, on juge comme étant un scénario tendanciel. Par contre, encore une fois, on voit que c'est au niveau de la sobriété, donc tout ce que je vous ai dit sur la durabilité, réparabilité, recyclage, éco-conception, etc. Donc c'est là où il y a un champ extrêmement important qui reste à explorer. Voilà. Je finis cette partie demande d'énergie par l'agriculture. Alors sur l'agriculture, on s'appuie sur des travaux qui ont été réalisés par l'association Solagro. Donc Solagro, c'est là où je travaille au quotidien, hein. Negawatt, c'est une fonction bénévole. Solagro, c'est une fonction professionnelle. Et donc à Solagro, on a réfléchi à un scénario largement inspiré de Negawatt et qui concerne l'alimentation, l'agriculture, la forêt, la biomasse pour l'énergie, les matériaux, etc. Et donc, c'est le couplage entre le scénario AFTER, où on décrit aussi les puits de carbone de la forêt et de l'agriculture à l'horizon 2050. Hein. Donc, c'est vraiment le couplage des deux scénarios, donc Negawatt pour l'énergie et AFTER pour tout ce qui est agriculture, biomasse, enfin, tout ce que je vous ai dit, hein, qui forment un scénario global qu'on peut qualifier de scénario ZEN, c'est-à-dire zéro émission nette en 2050. L'objectif pour nous, hein, mais aujourd'hui c'est la loi, une loi qui a été adoptée en 2019, hein, qui fixe pour la France un objectif de zéro émission nette, c'est-à-dire que toutes les émissions résiduelles de gaz à effet de serre qui resteront en 2050, parce que pour certaines on n'arrivera pas à les annuler complètement, notamment les émissions de l'agriculture, devront être compensées par le fait que les écosystèmes, notamment la forêt, vont continuer à stocker du gaz carbonique. D'accord ? Et donc les émissions résiduelles de gaz à effet de serre seront compensées par le stockage de carbone dans la forêt et dans l'agriculture. C'est ça la notion de zéro émission nette. Voilà. Donc dans le scénario AFTER 2050, alors je n'ai pas le développé, sauf si vous avez une heure de plus, mais non, je n'ai pas une heure de plus, non. Mais il se trouve que le 23-24 avril prochain, ici même, on organise l'université
After 2050 où on va exposer ce scénario comparé à d'autres, etc. Donc on sera accueilli par Edenset, hein, n'est-ce pas, Henri? Voilà. Et donc, dans ce scénario, on est parti sur le même paradigme que Négawatt, c'est-à-dire qu'on questionne d'abord nos modes de vie. Donc, les modes de vie, en l'occurrence, c'est beaucoup sur l'alimentation, mais il y a aussi la demande en bioénergie, en biomatériaux, etc. Et on réfléchit à la façon d'assurer des moyens de produire ces besoins avec la plus faible empreinte écologique possible. Sachant que dans le scénario After, il y a aussi toutes les questions qui sont liées à l'utilisation des terres, à la biodiversité, qui a aussi un impact important en lien justement avec le changement climatique. Donc c'est là où tout est lié à tout. Hein. Et donc voilà, par exemple, ça c'est l'assiette After, donc ça c'est l'assiette actuelle. Donc voilà ce qu'on mange aujourd'hui et voilà ce qu'on mangerait en moyenne dans l'assiette 2050 demain. Donc voilà, c'est le jeu des 7 erreurs. Vous pouvez vous amuser à trouver les différences. Bon. Il y en a, elles ne sautent pas au premier coup d'œil, mais dans le scénario Négawatt, d'une façon générale, tout ce qu'on a paramétré, il n'y a pas beaucoup d'évolutions qui soient vraiment radicales. On n'a pas beaucoup dit ça, on va le diviser par 3, ça, on va le diviser par 8. Là, on a divisé la consommation de viande par un facteur 1,4, par exemple. Ce n'est pas des scénarios végétariens, c'est simplement 1,4. Ce n'est pas énorme. C'est beaucoup, mais il reste des steaks. D'ailleurs, si vous trouvez un végétarien, vous pouvez continuer à manger autant de viande qu'aujourd'hui. Voilà, c'est une moyenne. Donc, par contre, il va falloir l'acheter peut-être cher. Hein. Alors bon, après, vous négocierez vos crédits carbone entre vous. Donc, en tout cas, il faut travailler sur l'assiette et tous les scénarios de transition climatique qui visent le zéro émission net travaille aussi sur la question de l'assiette, sachant que la consommation d'aliments carnés, c'est 80% de l'empreinte carbone de l'alimentation globale. Hein, 80%. Donc, on ne peut pas ne pas jouer sur cette question-là. Voilà. Côté production, on a mobilisé tous les leviers qui participent à ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc, voilà, là, je vous ai mis des photos, c'est pour vous reposer un peu des graphiques. Hein. On peut prendre le temps de voir les jolies photos. Et donc, on a un certain nombre de mesures sur des politiques nutritionnelles, politiques alimentaires, sur la mutation des systèmes agricoles, sur les politiques internationales de régulation, parce que ça, c'est comme pour l'énergie, on pourra difficilement faire la transition écologique, agricole et énergétique dans un pays tout seul, ne serait-ce que parce qu'on a une empreinte climatique qui dépasse largement les frontières du pays. Soutenir le stockage de carbone dans les sols agricoles et dans la forêt, renforcer la lutte contre l'artificialisation des terres. Donc là aussi, hein, je vous le fais en très très accéléré, mais il y a beaucoup de mesures qui sont aussi proposées dans le scénario. Voilà, sur la production d'énergie, donc là, je vais être encore plus court, mais on a beaucoup de production de bioénergie, donc ça vient directement du scénario After dont je viens de parler juste à l'instant. Beaucoup de renouvelables électriques, donc éolien, photovoltaïque, hydraulique, énergie marine. L'hydraulique qui se maintient, mais plutôt un peu en diminution, parce qu'on intègre aussi les impacts du changement climatique et on pense que l'hydraulicité d'un certain nombre de fleuves va diminuer, voire sera même critique. On parle quand même d'une division par 2 du débit d'étiage de la Garonne en 2050, hein, quand même. Donc, en garder pour l'hydroélectricité et l'irrigation du maïs, ça va être un peu beaucoup. Et même si on enlève l'irrigation du maïs, il n'en restera peut-être pas beaucoup pour l'hydroélectricité. En tout cas, voilà, on a pris ça en compte hein, en travaillant avec les gens de la météo. En termes de... Bon, mais là, vous aurez de toute façon la présentation avec un joli graphique qui montre que tout ça, ça évolue. Que la biomasse solide, par contre, en 2040, ça plafonne. Et puis, l'objectif, ça serait de réduire la pression sur les écosystèmes. Mais jusqu'en 2050, on n'a pas trouvé vraiment d'autres solutions pour le moment pour y arriver. Ce qui continue à se développer, c'est le photovoltaïque. Mais le photovoltaïque, on va arriver sur des problèmes qui ne seront pas des problèmes de production d'énergie. Ce ne sera pas des problèmes de kilowattheure, ce sera des problèmes de kilowatts. Ce sera des problèmes de puissance. Sachant que dans le scénario Négawatt, donc par rapport au nucléaire, on a un parc qui a été construit en peu de temps et aujourd'hui, la durée de vie des centrales à 40 ans, si on l'appliquait intégralement aujourd'hui, voilà ce que ça donnerait. C'est-à-dire qu'on est confronté à une falaise hein,
de la chute de la production d'électricité nucléaire en France à relativement court terme. Donc, d'où, dans la loi sur la transition énergétique, un objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique national. Aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est pas le nucléaire versus éolien, c'est le nucléaire actuel, il existe. Nous, on dit, on ferme les centrales au fur et à mesure qu'elles arrivent en fin de vie. Savoir si on peut les prolonger encore de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, on ne sait pas. Mais ça, ça peut être un pari qu'on prend. Nous, on ne le prend pas. Nous, on dit la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on renouvelle les centrales existantes, est-ce qu'on construit des nouvelles ou est-ce qu'on construit un parc de production d'électricité qui soit pas basé sur le nucléaire. Donc, nous, clairement, on a fait le choix de prendre le choix du 100% électricité renouvelable. On est loin d'être les seuls aujourd'hui à l'avoir fait. Sachant qu'aujourd'hui, le parc nucléaire, on est confronté quand même à des questions qui sont inédites en termes de maîtrise industrielle de la filière, en termes de coûts, en termes de risques, en termes de quantité d'investissement, de compétitivité, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous, on pense que le nucléaire n'est pas capable de répondre aux défis du changement climatique dans les temps voulus. C'est-à-dire que ça ne va pas assez vite. On ne peut pas construire des centrales du nucléaire à la hauteur de ce qu'il faudrait faire à l'échelle mondiale pour arriver à résoudre l'équation. Voilà. La question qui va se poser, ça va être celle de l'équilibrage du système électrique. L'équilibrage du système électrique, nous, on le résout de la façon suivante. C'est-à-dire que demain, on aura un système électrique qui sera basé principalement sur éolien, sur solaire, de l'hydroélectricité. Mais l'hydroélectricité, aujourd'hui, en France, c'est 25 gigawatts à peu près. On ne va pas faire plus. Donc solaire, éolien, onshore, offshore, etc. Un peu de biomasse, mais pas beaucoup, en tout cas pas en base. Donc, on va être confronté à un parc de production d'électricité qui va être variable en production et donc qui devra être adapté à la consommation. Donc ça, c'est un argument qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire l'incapacité d'un système 100% ENR de faire face à une demande régulière. En fait, la demande en France, elle n'est pas du tout régulière, c'est-à-dire que la demande, elle varie entre 30 et 105 gigawatts, que le parc total de production, il est de 125 gigawatts et que le nucléaire, il en fait 63. Le nucléaire, il fait que la moitié de la capacité totale de production. L'autre moitié, c'est des centrales thermiques à flamme, c'est de l'importation, c'est de l'hydraulique, etc. La variation de la puissance appelée sur le réseau, c'est 5 gigawatts par demi-heure. D'accord ? Donc, cette adéquation entre une production qui est très stable avec nos 63 gigawatts nucléaires, une demande qui peut varier extrêmement rapidement et de très grande ampleur, aujourd'hui, le régulateur du réseau électrique sait y faire face. Dans le scénario négawatt, la pointe de consommation, on la divise par 2, parce que grâce aux efforts sur la sobriété et l'efficacité, on divise la pointe de consommation par 2. Donc déjà, on passe de 105 gigawatts à moins de 60 gigawatts. Donc, on résout déjà une bonne partie du problème. Et donc, on va déporter la question d'aujourd'hui un système avec un parc qui est structurellement fait pour fonctionner en base, avec une demande qui varie beaucoup, notamment à cause de 30 gigawatts de chauffage électrique qui, lui, intervient de façon extrêmement saisonnière. Et c'est ça qui met quand même beaucoup en péril le réseau électrique européen. La France représente la moitié de la thermosensibilité de toute la plaque électrique européenne. La France à elle seule, avec le chauffage électrique. On est connu pour être le pays qui a développé cette singularité, qui est le chauffage direct par effet Joule de façon massive. Donc nous, on dit, on réduit ça, on garde du chauffage électrique et on met du chauffage électrique partout dans les bâtiments, mais uniquement avec des pompes à chaleur, avec des coefficients de performance qui sont plutôt de 4-5. Donc ça veut dire qu'à énergie égale, on divise par 4 ou 5 la consommation d'énergie et la puissance appelée qui va avec. Et donc, on réduit beaucoup la variabilité de la demande. Donc, du coup, on offre de la demande. Et donc, on autorise une beaucoup plus grande variabilité de l'offre. Parce que le problème, c'est de rendre adéquat l'offre et la demande. Alors ça ne sera pas suffisant, simplement la réduction de la demande. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'options qui sont déjà
Zut, j'ai raté une diapo que j'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer. J'essaie de vous l'expliquer comme ça. Donc, il faut imaginer que la demande d'électricité elle va varier dans le temps, la production elle va varier dans le temps, et il y aura des déphasages. Donc, le rephasage, on le fait déjà aujourd'hui par des systèmes qui seront des signaux tarifaires, l'effacement heure creuse, par exemple, ou jour de pointe pour les industriels. Alors, on a des systèmes de stockage, ça s'appelle les stations, les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage. Donc, c'est 2 réservoirs hydrauliques. Quand on a de l'électricité excédentaire, on remonte l'eau dans le réservoir du haut et puis on va turbiner. Inversement, quand on a besoin de pointe, et là, ça répond en quelques secondes. On a des fortes puissances appelées en quelques secondes. Et puis, on a toujours notre centrale thermique qui fonctionne et qui fait l'équilibre du réseau. Et si on n'avait pas les centrales au charbon allemandes pendant quelques heures dans l'année, le réseau français s'effondrerait. Bon. Et donc, on résout cette équation avec toutes ces options, mais c'est encore pas suffisant. C'est-à-dire que toutes ces options permettent de faire de la régulation dans la journée, à l'échelle de la semaine, mais on peut avoir des périodes beaucoup plus longues où on n'a pas du tout de vent, pas du tout de solaire, ou inversement, beaucoup de vent et beaucoup de solaire. La question, c'est comment est-ce qu'on peut stocker ces excédents d'électricité, parce que les excédents d'électricité au prix du photovoltaïque aujourd'hui, ça devient bon marché. La production d'électricité photovoltaïque, c'est plus grand-chose. Par contre, on ne sait plus quoi en faire, parce qu'une fois qu'on aura nos 136 gigawatts électriques sur le réseau, si vous n'avez pas beaucoup de consommation en phase, vous aurez des dizaines de gigawatts excédentaires. Donc nous, ces dizaines de gigawatts excédentaires, on les transforme par ce qu'on appelle la technologie de power to gas, c'est-à-dire qu'on va transformer l'électricité excédentaire en hydrogène. Et cet hydrogène, soit on l'utilise sur place, c'est pas très facile tout le temps, soit on le convertit en gaz méthane. Donc pour le convertir en gaz méthane, il faut prendre du gaz carbonique. Ça tombe bien, on en a plein dans l'atmosphère. On fait réagir le gaz carbonique avec l'hydrogène. On produit du méthane. Ça s'appelle les réactions de méthanation. Et les réactions de méthanation, ça fait partie des réactions d'hydrogénation qui ont été découvertes par un prix Nobel de chimie qui s'appelait Paul Sabatier. Voilà. Et donc, grâce à la méthanation, on peut, avec le power to gas, produire, donc récupérer les excédents d'électricité, les envoyer dans le réseau national de gaz naturel, qui lui a la capacité de stocker 1 an de production, enfin de consommation de gaz en France. Donc ce réseau de gaz naturel est à la fois alimenté par du gaz d'origine biologique avec la méthanisation CF scénario after, et du gaz de synthèse produit par les excédents d'électricité. On injecte sur le réseau, on stocke dans les réservoirs souterrains et on l'utilise comme gaz carburant pour faire tourner les poids lourds. Et de temps en temps, on l'utilise pour alimenter des centrales à gaz pour venir en secours du réseau électrique. Et donc, c'est ces centrales à gaz, alors même si le rendement n'est pas bon, parce que quand on prend l'ensemble du cycle, le rendement n'est pas bon, mais là, ce n'est pas un problème de rendement, c'est un problème d'équilibre de puissance. D'accord. Donc, le rendement, il sera toujours meilleur de toute façon que les steps. Les steps ont un rendement qui est aussi inférieur à 1. Ce n'est pas des moyens de production d'énergie, c'est des moyens de stockage et de restitution. D'accord. Notre alternative, c'est juste de dire, parce qu'il y a des alternatives forcément, ça serait de renforcer la capacité de production solaire, rajouter beaucoup d'énergie solaire pour qu'on soit toujours capable de fournir l'énergie nécessaire. Et puis quand il y en a trop, on débranche les capteurs solaires. C'est pas grave, au prix où ça coûte. Bon, c'est une option possible. Nous, c'est pas l'option qu'on a pris parce que c'est quand même des ressources, c'est quand même du surface. Il faudrait quand même beaucoup de surcapacité. Voilà. Puis on trouvait que c'était une solution qui était intéressante. Voilà. Donc là, je vais peut-être, faut que je termine. C'est ça. Juste pour conclure, donc le bilan énergétique, donc on réduit la consommation dans tous les secteurs. On remplace la consommation qui reste par des productions d'énergie renouvelable. On est passé, donc vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai remis la diapo, donc 3000, 2000, et là on passe à 1800 TWh. Donc on a divisé pratiquement par 2 la consommation en énergie finale, mais on a aussi divisé pratiquement par 3 la consommation d'énergie primaire, parce que notamment on a supprimé toutes les déperditions du système énergétique, notamment les déperditions des centrales électriques.
En termes de bilan de gaz à effet de serre, on a fortement réduit, donc pratiquement tout le CO2 énergie, on l'a pratiquement supprimé. Il nous reste du CO2 hors énergie, donc ça c'est ciment chaud, etc. Et puis N2O et CH4 qui sont essentiellement produits par l'agriculture. Donc ça, là où on retrouve le scénario after. Hein. Et donc on a des émissions brutes. Alors on a même essayé de voir ce que ça donnait à 2100 si on faisait rien de plus que tout ce qu'on a mis jusqu'à 2050. Hein. On a un puits de carbone qui continue à augmenter. En 2050, on est à la neutralité carbone. Et puis, passé 2050, on n'est pas sûr qu'on puisse continuer à stocker du carbone dans les forêts à cause du changement climatique. Hein. Et donc, on n'a pas encore les solutions pour l'après 2050. Mais on s'est dit qu'il fallait vous laisser un peu du travail pour trouver des solutions qu'on n'a pas trouvées nous. Voilà. Alors, donc là, je suis au chapitre 8, 9, 10, 12, ça devrait aller. Donc, sur les impacts de la transition énergétique, on a travaillé sur la qualité de l'air, sur la précarité énergétique, sur les impacts économiques. Mais non, je ne vais pas vous développer tout ça. En tout cas, on a cherché à regarder pas uniquement le système énergétique, les impacts sur le climat, mais aussi tous les impacts autour, notamment en termes d'emploi, et je crois que j'arrive à la fin en défilant un petit peu vite. Donc les emplois, il y en a beaucoup. Là, vous êtes dans des écoles où je pense que vous pouvez vraiment jouer un rôle important dans les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Hein. Nous, on a avancé un certain nombre de solutions. Il y a certainement beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faut travailler. Hein. Et donc, voilà. Donc, je pense que vous tombez bien. Merci. Alors oui, après, donc, le site Négawatt, pour en savoir plus, on a aussi créé un site qui s'appelle Décrypter l'énergie, où on essaye de donner des réponses factuelles à un certain nombre de choses qu'on entend, sur est-ce que la transition énergétique consomme des terres rares, est-ce que, enfin bon, voilà. Site de décryptage. Ok. Du coup, on va faire une petite demi-heure de questions. Donc, on va prendre par paquet de 3 questions dans les rangées. Donc, qui a des questions ? Alors, j'aimerais vous demander, par rapport à ce que vous avez dit au niveau du bâtiment, pour améliorer l'isolation de manière globale, est-ce que si on faisait ça à échelle planétaire, on aurait assez de ressources pour le faire, sur toutes les habitations en Amérique, en Chine, etc. Alors, on n'a pas travaillé à l'échelle planétaire, mais il y en a d'autres qui ont fait ça. Oui, alors, il y a une diapo que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que la consommation, par exemple, de produits biosourcés dans le bâtiment, globalement, elle serait inférieure de 2% par rapport à la consommation actuelle. En réalité, la consommation de matériaux pour l'isolation, c'est pas des gros volumes. Parce que l'isolation, finalement, c'est quoi ? On veut créer de l'air, quoi. Et donc, les isolants, ils sont pleins d'air. Donc, il y a assez peu de matière dans un isolant par rapport à la paroi, quoi. Donc c'est voilà. Question. Bonsoir. Alors, moi, la question que j'ai posée, c'est plutôt vis-à-vis, enfin, c'est un peu adjacent par rapport à ce dont vous avez parlé. C'est que le scénario Négawatt, pour qu'il soit mis en pratique et donc qu'il cesse d'être un scénario, il faut aussi penser en fait ces conditions de réalisation politique et sociale. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il faut se poser 2 questions. La première, c'est comment rendre désirable vis-à-vis du grand nombre un tel projet et comment faire en sorte que les gens s'emparent de cette question-là et en viennent à désirer ce genre de changement en fait, de tout l'appareil productif et de tout leur mode de vie. Parce que sinon, s'ils n'arrivent pas à dériver ce genre de choses, à partir de ce moment-là, il faut l'imposer et c'est un peu moins éthiquement acceptable. Et la seconde question, c'est
ou la seconde partie de la question, c'est plutôt vis-à-vis de l'application à l'échelle donc de la France, par exemple, ou d'un État quel qu'il soit. C'est que quand on regarde, par exemple, le nucléaire en France, ça a été développé, il me semble que c'est environ une quarantaine de réacteurs qui ont été développés dans les années 70, qui ont été construits. Donc il y avait quand même une certaine planification de notre appareil de production, quoi. Alors quand on regarde aujourd'hui les politiques industrielles qui sont mises en place, ça va plutôt être quelque chose comme on vend Alstom, on vend la Française des Jeux, on vend Aéroport de Paris, et on réfléchit pas plus loin que ça. Donc il y a quand même une contradiction entre ce que l'État fait actuellement, c'est-à-dire penser totalement dans le court terme, avec ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire penser dans le long terme, quoi. Et donc ça pose le problème de que faire de l'État, quoi. Parce que si l'État s'oppose à ça, on ne peut pas faire grand-chose. Bonsoir. J'ai une question plutôt sur le stockage de l'énergie. Je ne vous ai pas du tout entendu parler de batterie. Et donc, vous avez parlé essentiellement de stockage hydraulique et de stockage power to gas. Et vu que l'hydraulique est déjà assez saturé au niveau du stockage, c'est compliqué de faire plus. L'effort serait essentiellement en fait sur la conversion en power to gas, ou est-ce qu'il y a autre chose sur le stockage? Encore une question? Alors, sur la première question, je vais répondre à la question que faire de l'État. Peut-être non, peut-être pas quand même. C'est un peu compliqué comme question, hein. Mais c'est une question qu'on nous pose régulièrement sur est-ce que le scénario, bon déjà, est-ce qu'il est désirable, ça c'est une chose, hein. Enfin pour l'Assemblée qu'il y a ici, pour nous c'était pas forcément acquis non plus toujours, hein, que ce qu'on propose là, ça paraisse crédible et désirable. Après, pour l'ensemble des parties prenantes, il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, bon, vous avez forcément entendu parler de la Convention citoyenne sur le climat. Hein. Pour les collègues qui ont été invités, qui participent, qui suivent ce qui se passe, etc. Globalement, le sentiment pour l'instant, alors je ne vais pas parler à leur place, mais le sentiment qu'ils ont, les collègues, hein, c'est que les gens découvrent l'ampleur de la question, même si on est informé, etc. Mais c'est 150 citoyens tirés un peu, pas au hasard, mais enfin, qui ne sont pas triés pour leur compréhension du sujet. Donc, ils représentent n'importe qui, hein, tout le monde. Donc, ils découvrent l'ampleur du problème, ils découvrent qu'il y a plein de solutions, et ce qu'ils disent, c'est que les solutions, elles existent, et maintenant, il faut les appliquer. Après, qui doit les appliquer? Donc, effectivement, il y a l'État. Bon. L'État, aujourd'hui, on a des lois, on a ce qu'on appelle, par exemple, on a des documents de programmation. Alors, on ne fait plus de la planification comme dans les années 70. Aujourd'hui, ça ne se passe plus de cette façon-là. Mais on a quand même quelque chose qui ressemble à des projections. Ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ces dispositifs, hein. La SNBC et la PPE ont été mises en consultation publique lundi, cette semaine. Donc ça, la PPE, ça va nous engager sur 5 ans, et la SNBC, en gros, c'est toute la stratégie de l'État par tranche de 5 ans jusqu'à 2050, secteur par secteur, en disant tel secteur, il doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de tel niveau, etc., etc. Après, c'est à chaque acteur de s'en emparer et d'agir aussi là où ils peuvent agir. C'est clair qu'aujourd'hui, la PPE nous déçoit, la SNBC nous déçoit, que les engagements de l'État ne sont pas à la hauteur des annonces. Les documents, enfin la SNBC en soi, les objectifs, ils sont bien, parce que les objectifs, c'est des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Enfin, neutralité climatique, je préfère le terme. Neutralité climatique à 2050. Donc à 2050, tout va bien, mais c'est dans les 5 ans qui viennent, où sont les mesures, où sont les moyens, où sont les financements. Et aujourd'hui, clairement, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est côté État. Ensuite, côté acteurs, on a aussi les entreprises. Donc nous, on a fait, par exemple, pour une association qui s'appelle EPE, Entreprise pour l'environnement. Donc là, ce n'est pas en tant que Négawatt, c'est en tant que Solagro avec d'autres collègues, hein. On a fait un scénario ZEN, donc zéro émission nette, pour une association, donc EPE, qui regroupe toutes les grandes entreprises. Donc vous avez Total, Renault, La Poste, Aéroport de Paris, enfin, etc., etc. Et donc, ils se sont réunis pour imaginer leur propre scénario de neutralité climatique.
Grosso modo, ce qu'ils ont proposé, c'est quelque chose qui ressemble assez fortement à ce qu'on a mis dans Négawatt et dans After confondus. Voilà. Donc ça, c'est côté grandes entreprises. Alors après, on peut dire c'est peut-être du greenwashing, mais ce que nous disent aussi les gens avec qui on a travaillé, c'est que eux en interne, ils commencent à avoir des problèmes de recrutement de leurs cadres. Donc des jeunes qui sortent de l'école, qui disent vous nous faites un discours sur des valeurs. Dans la pratique, on voit que c'est pas du tout ça. C'est quoi ce bazar? Moi, j'allais élever des chèvres, quoi. Je fais court, hein. Donc, je parle de chèvres parce que j'ai une salariée qui paraît élever des chèvres. Mais bon. Bref, mais ça n'a rien à voir en fait. Et donc, en tout cas, au niveau de ces entreprises, ils commencent à avoir des problèmes ils se posent la question de comment on va manager demain des gens qui nous disent il y a un total, il y a un désaccord entre les valeurs que vous affichez et puis la réalité des pratiques. Donc, on veut croire que le greenwashing va commencer à s'imprégner à l'intérieur des structures et va pénétrer dedans. Bon, après, c'est la pétition des élèves des grandes écoles aussi. Enfin, vous connaissez, vous avez peut-être été signataire pour certains d'entre vous. Donc, on voit qu'il y a un mouvement aussi qui commence à impacter les dirigeants des entreprises. Au niveau de l'État, c'est plus compliqué. On a aussi tous les acteurs dans les collectivités locales. Là, il y a tout le mouvement des territoires à énergie positive. Donc nous, à Solagro, pareil, hein, on fait partie de ceux qui ont initié ce mouvement des territoires qui veulent reprendre en main leur système énergétique. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont produire tout ce qu'ils consomment et réciproquement, mais ça veut dire qu'ils veulent décider eux-mêmes des moyens de production, de ce qu'ils vont produire, de ce qu'ils vont exporter aux villes voisines. On travaille beaucoup, nous, sur des territoires ruraux. Hein. Et donc, voilà, est-ce que notre territoire, on va produire massivement de l'éolien pour exporter à Toulouse? Parce qu'on ne va pas mettre beaucoup d'éoliennes à Toulouse. Dans la contrepartie, c'est peut-être que Toulouse doit s'engager aussi sur des réductions de la consommation d'énergie. On commence à voir apparaître des contrats ville-campagne autour de ces questions-là. Donc pour nous, voilà, il faut l'État aujourd'hui joue pas son rôle et loin de là. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs qui poussent à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises et dans les collectivités locales. Bon, puis après, il y a Trump. L'autre question, l'autre question, mais je cherchais une petite diapo pour ça. En fait, les batteries, c'est une solution de stockage sur du court terme. Les solutions de stockage sur du court terme, en fait, il y en a plein. Les batteries, probablement, ça en fait partie. Et on n'a pas, c'est pas trop là-dessus qu'on a des problèmes, en fait, sur le stockage de court terme, c'est-à-dire stocker de l'électricité pour quelques heures. Les solutions, elles existent. Donc, on en a mis dans le scénario, mais j'ai pas développé. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, c'est les solutions de stockage de long terme. Donc, pour l'instant, nous, on a privilégié le power to gas avec cette interface réseau électrique et réseau gaz, ce qui fait l'originalité du scénario. Il y a peut-être d'autres solutions, mais la question, c'est comment on va stocker des dizaines ou des centaines de térawattheures pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et aujourd'hui, les batteries ne font pas le travail, loin de là. Bonjour, tout d'abord, merci d'être venu. J'avais une question du coup sur un point que vous n'avez pas pu aborder, c'est le plan économique. Il semblerait que votre scénario promue une activité économique renforcée en parallèle d'une réduction de la consommation énergétique. Au vu de la trajectoire voulue qui est de réduire d'un facteur 5, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant en émettre d'autres. On parle plus particulièrement du CO2, mais sans augmenter les autres, bien entendu. Donc dans cette trajectoire où la consommation énergétique, ou plutôt l'activité économique est liée à la consommation énergétique, là où un des indicateurs les plus simples est le PIB, tout simplement, comment réduire la consommation énergétique d'un facteur 5 tout en promouvant une activité économique renforcée? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez une activité économique renforcée. Nous, on n'a pas dit qu'on promouvait une activité économique renforcée. On a simplement dit que par rapport à un scénario tendanciel, le PIB serait au moins équivalent, voire légèrement supérieur, dans un scénario de type négawatt. Après, le niveau de base du PIB, nous, on ne connaît pas. On ne s'est pas prononcé là-dessus. On a dit l'écart par rapport à un autre scénario, c'est un PIB qui est un peu supérieur.
Alors pourquoi il est un peu supérieur le PIB? Il y a une raison qui est assez, enfin, il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui globalement la France importe pour 70 milliards de dollars de produits énergétiques, pétrole, gaz principalement. Le fait de remplacer ces achats par de l'activité sur le territoire liée à la fois à l'économie d'énergie et à la production d'énergie renouvelable, mais ça a pour conséquence de rapatrier cette dépense et de créer de la valeur ajoutée sur le territoire national. Au lieu de dépenser 70 milliards d'euros en achat, vous dépensez 70 milliards d'euros en activité sur le territoire pour remplacer le pétrole qu'on a économisé, d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Le fait de créer ces activités, mécaniquement, augmente le PIB, parce que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées sur un territoire. Donc ça, c'est un effet mécanique. Voilà. Après, il y a toute une question sur le découplage entre consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre et PIB. Nous, ce n'est pas ce qu'on trouve. Nous, on dit qu'avec les solutions techniques qu'on a mis en œuvre, concrètement, on regarde les solutions techniques, on regarde combien ça coûte, on regarde combien ça crée d'emplois, on regarde les effets directs, indirects, induits, etc. Et on trouve à la fin que le PIB est supérieur. Ce n'est pas un choix de notre part. Hein. Et on a fait ça, on a choisi de mesurer l'impact du scénario sur le PIB parce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, surtout à une époque où on nous dit les scénarios de transition énergétique, c'est des scénarios de décroissance, ça va contre la civilisation, etc. Donc il fallait qu'on montre que notre scénario n'était pas un scénario de décroissance économique. Mais le PIB, en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas un bon indicateur. Pour plein de raisons, parce que dans le PIB, on met tout et n'importe quoi. On met construire et casser, tout ça, c'est dans le PIB. Faire et défaire, c'est dans le PIB. Donc vous construisez quelque chose, le lendemain vous le cassez, vous avez créé 2 fois de la valeur ajoutée, quoi. Et la valeur réelle, elle est nulle. Donc le PIB, ce n'est pas un bon indicateur. Nous, on dit que ça n'indique pas le Nord. Mais alors, ceux qui disent, puisqu'il n'indique pas le Nord, il faut qu'il indique le Sud, ben non, il n'indique rien. Ce n'est pas l'indicateur qu'il faut utiliser. Donc, il ne faut pas, pour nous, continuer à utiliser des indicateurs qui sont pas justes. Ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas le PIB, c'est les emplois. Vous pouvez très bien avoir une croissance du PIB et avoir une décroissance des emplois. Ce n'est pas intéressant de faire croire le PIB si par ailleurs vous détruisez des emplois. Donc la question c'est est-ce qu'on crée des emplois ou pas? C'est ça la bonne question. Et les emplois, oui, on en crée. On en crée même, globalement, je crois qu'on est à 700 000, 500 000 emplois créés globalement en France à l'horizon 2050. Et ça, ce n'est pas que nous qui le disons, hein, c'est les scénarios qui ont été réalisés par l'ADEME, c'est même encore plus que ça a priori. Hein. Voilà. Donc ça ne résout pas non plus le problème du chômage, hein, clairement, mais il ne faut pas demander à la transition énergétique de résoudre tous les problèmes à la fois. On résout le problème de l'énergie, le problème du climat, le problème de la pollution atmosphérique, le problème des matériaux, et on ne résout pas le problème de l'emploi. Parce que les problèmes de l'emploi, il ne sera pas résolu par des politiques environnementales, il sera résolu par des politiques économiques et sociales adaptées. Voilà, c'est sur un autre registre. Après, on peut les lier, on peut dire il y a des relais de création d'emplois dans les... On détruit des secteurs d'emploi, il faut que ça soit au moins compensé par d'autres pour que la transition soit socialement juste et acceptable par le plus grand nombre. Hein. Mais nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est plutôt les emplois. Qu'est-ce qui va muter dans les différents secteurs? Là où il faut s'inquiéter, parce qu'il va y avoir des grosses transformations. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, incidemment, qu'on a plutôt favorisé les véhicules à gaz que les véhicules électriques, parce que, vu l'importance en termes d'emploi de l'industrie, des transports et de l'automobile, la mutation vers l'électrique, c'est une mutation trop radicale à court terme. Donc, d'où le passage, au moins en partie, par des véhicules à gaz, où on reste sur des véhicules à moteur thermique. Donc, on ne change pas tout l'écosystème. Hein. On ne change pas les fournisseurs, on ne change pas les lignes de fabrication, on ne change pas les salariés, l'industrie automobile, etc. Voilà. On va prendre une dernière question. Alors, bonsoir. Alors j'aimerais savoir en fait quel est le cheminement qui vous a permis d'établir ces scénarios prospectifs. Est-ce que ça a été fait à partir d'outils déjà existants? Vous avez tout élaboré, car ça traite quand même pas mal d'enjeux sectoriels et sociaux. Et la deuxième partie de ma question, c'est quelles seraient pour vous les perspectives d'amélioration de ces scénarios prospectifs? Alors le scénario, il a été fait au départ sur un tableur Excel. Hein. Après, ça s'est enrichi progressivement.
Ça s'est complexifié parce que les gens qui aiment bien Excel, ils aiment bien rajouter des onglets, des trucs, tout ça. Bon. Ça a été couplé aussi avec un autre jeu de tableur Excel pour tout le scénario after, pour la partie agriculture. Ça a été couplé avec les modèles qui ont été mis en place par Philippe Quirion du CIRED. Donc, mais, vous voyez peut-être pas les diapos. Tac, tac. Pour tout ce qui est emploi. On a eu des modèles macroéconomiques aussi qui ont tourné à partir du scénario négawatt pour les aspects macroéconomiques, donc impact sur la balance du commerce extérieur, sur le PIB, etc. Voilà, donc, mais l'essentiel, c'est les tableurs Excel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc des outils qu'on a développés pour ça, et là on est en train de continuer des développements pour travailler sur différents niveaux, différents pays européens. Ok. Peut-être une dernière question courte, si quelqu'un a une question courte. Bonsoir, merci pour la conférence, c'était super intéressant. Moi j'avais une question sur comment vous prenez en compte l'effet rebond. Parce que par exemple, tout à l'heure vous parliez du covoiturage. Je ne suis pas sûr que sur les 15 dernières années, le covoiturage ait plus permis d'économiser des kilomètres plus que de vider les trains. Oui, comment vous prenez ça en compte sur le covoiturage, c'est vrai. Il y a probablement un effet rebond sur le covoiturage qui est même important. Peut-être qu'on a annulé le gain du covoiturage avec en fait le surcroît d'offres de mobilité que ça a apporté. Ça, c'est tout à fait possible. On a fait venir justement Blablacar à une université Négawatt. Tous les ans, on fait 2 jours d'université. Donc ça, c'est un point. Voilà. Après, l'effet rebond, il faut bien voir. En fait, il faut comprendre à quoi est dû l'effet rebond. L'effet rebond, il serait dû au fait que, comme on fait des économies d'énergie, du coup, les gains de pouvoir d'achat permettent d'acheter autre chose et donc on va annuler le gain qu'on a fait en économisant de l'énergie. Si vous appliquez ça, par exemple, au transport, votre voiture va consommer 50% de carburant en moins. Est-ce que vous allez rouler 50%, enfin, est-ce que vous allez rouler 2 fois plus qu'avant parce que vous avez économisé 50% de carburant ? Logiquement, non, parce que le carburant, c'est une part du coût global de la voiture. Ce n'est pas la majorité. Et puis, il y a le temps que vous allez passer dans la voiture, quoi, de toute façon. Et on ne s'amuse pas à prendre la voiture parce qu'on a économisé du carburant. Donc, de toute façon, l'effet rebond, il sera limité. Pareil pour le chauffage des bâtiments. Alors, des fois, on entend aussi des contresens, c'est-à-dire, bon, sans me lancer dans des discussions, des explications trop compliquées, mais si on divise par 4 la consommation d'énergie d'un bâtiment, on sait que 1 degré de plus, c'est 10% d'augmentation de l'énergie. Bon. Alors, c'est sûr que le fait d'isoler beaucoup mieux un bâtiment, les gens qui se chauffaient à 19 degrés vont se chauffer à 21 degrés. Donc, on va gagner peut-être 2 degrés, donc on va gagner en confort. Mais on va consommer 10% de plus du niveau auquel on était arrivé. Enfin, ou même 20% si on gagne 2 degrés. D'accord ? Donc, on va dépenser 20% de plus de 25%. Ce qui fait... Ce qui doit faire 30%, quoi. D'accord ? Donc, l'effet rebond, au lieu de diviser par 4, vous allez diviser que par 3,33333. Bon, mais vous avez quand même divisé par plus de 3, quoi. Et donc, l'effet rebond, au mieux, il va vous empêcher de bénéficier de la totalité du gain. Donc, il existe l'effet rebond, mais pas du tout à la hauteur. Alors, évidemment, si vous réduisez que de 20% et que vous augmentez la température de 2 degrés, mais là, vous allez consommer plus qu'avant, c'est certain. D'où la nécessité de ne pas faire des économies à moitié. Et quand on fait de la rénovation des bâtiments, il faut viser un facteur 2, 3, 4 pour avoir vraiment pas de risque d'effet rebond. Non, c'est bon, je sais pas. Bon, on va s'arrêter là du coup. Merci à tous d'être venus. Cool pour cette énergie.
Et n'hésitez pas à aller plus loin, vraiment à vous renseigner plus sur ces sujets-là, sur l'énergie, sur la sobriété, de voir comment ça peut s'envisager et même de s'investir autre part. À Toulouse, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc je pense notamment, on a parlé pas mal de sobriété, il y a le pacte toulousain pour le climat, et puis il y a pas mal d'associations à Toulouse où il y a moyen de s'investir aussi sur la fresque du climat, sur l'avenir climatique. Donc vous pouvez trouver un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Et merci à Christian Couturier d'être venu pour cette conférence.